Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez le bienvenu. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mathieu Côté. Le titre de sa présentation sera Le démantèlement de l'embâcle de la rivière Saint-Jean au Québec. La Fondation est fière d'avoir soutenu ce projet avec une subvention en 2014. Monsieur Côté est le président de la Société de gestion des rivières de Gaspé. Titulaire d'un doctorat de l'Université du Québec à Rimouski, il est ingénieur forestier. Actuellement, Monsieur Côté est le gestionnaire de la conservation des ressources au Parc national Forillon, mais nous aimerions préciser qu'il présente ce webinaire uniquement en lien avec son rôle de président. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Je passe maintenant la parole à M. Côté. Merci beaucoup, Darla. Bon après-midi, tout le monde. Je vais juste spécifier d'entrée de jeu que je suis en compagnie aussi de Jean Roy, qui est le directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé, puis qui va probablement contribuer certainement à répondre aux questions suite à la... Et donc, le démantèlement de l'embâcle de la rivière Saint-Jean, on parle bien de la rivière Saint-Jean à Gaspé, donc au Québec, parce qu'il y a deux rivières Saint-Jean, il y en a une aussi sur la Côte-Nord, en fait, il y en a trois, même une au Saguenay. Donc, on parle du démantèlement de l'embâcle de la rivière Saint-Jean à Gaspé, au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'en ai pour 15 à 20 minutes là, à vous entretenir de ce projet de démantèlement d'embâcle. Donc, tout d'abord, un petit mot sur la Société de gestion des rivières de Gaspé. On est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1980 et on gère trois rivières à saumon dans le secteur du Grand Gaspé, donc la rivière Saint-Jean, la rivière Réorque qui est une ZEC, la rivière Dartmouth aussi qui est une ZEC, puis la rivière Saint-Jean, mais c'est dans le cadre d'un protocole de réserve faunique qu'on a avec le gouvernement du Québec. On a en période de haute saison entre 30 et 35 employés sous notre gouverne. On génère environ 8000 jours de pêche au saumon par année. On a une clientèle qui vient d'un peu partout dans le monde et notre organisation génère des retombées économiques d'environ 5 millions dans le milieu et on gère le renommé pavillon de la rivière Saint-Jean dont on voit la photo ici sur la diapositive. Donc, pour situer où est-ce qu'on est, là, géographiquement, j'ai imprimé une petite carte sur Google Earth. La rivière Saint-Jean dont on parle, c'est celle qui est à la pointe de la péninsule gaspésienne, donc dans la région de Gaspé, comme je vous le disais d'entrée de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'estuaire de la rivière Saint-Jean, là, je suis à la diapo où est-ce que je vais vous montrer un peu où est-ce que c'est situé à l'embâcle de la rivière Saint-Jean. Si on regarde là, la diapo avant 1960, là, je ne sais pas si on voit le curseur de ma souris, là, mais je le bouge dans le secteur de l'estuaire de cette rivière-là, de la rivière Saint-Jean. Avant 1960, il n'y avait pas d'embâcle de bois dans l'estuaire de la rivière Saint-Jean. Mais au fil des années, à partir du début des années 60, le chenal nord, donc il y a trois chenaux, là, il y en a un au nord, un au centre, puis un au sud, les trois chenaux principaux là, qui déversent la rivière dans le golfe du Saint-Laurent. Le chenal nord a commencé à s'obstruer par un embâcle de bois. Et cette obstruction-là s'est poursuivie et le chenal centre a commencé à s'obstruer aux environs des années 75. Ça s'est poursuivi en 81. On a commencé à dénoter de l'obstruction dans le chenal sud. Donc, les trois chenaux principaux contenaient des embâcles de bois, mais qui permettaient toujours le passage du poisson. Au tournant des années 2000, c'est devenu un peu plus critique parce que la progression des embâcles a continué au nord, au centre et au sud. Et à partir de 2004, la Société de gestion des rivières de Gaspé, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la faune au Québec, on s'est entendu pour entretenir une brèche au travers des embâcles puis du chenal, des chenaux de la rivière Saint-Jean. C'est ce qu'on voit à la diapositive en 2012, là, quand on regarde ce qui se passe, c'est que là, les trois chenaux principaux sont devenus obstrués et il s'est formé des filets, des chenaux secondaires qu'on a essayé d'entretenir de 2004 à 2012 en créant des brèches puis en maintenant l'accès pour le poisson durant cette période-là, parce que les chenaux principaux étaient obstrués. Donc, c'est devenu un enjeu là, vraiment plus important à partir de ce moment-là.
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en 1994, la société de gestion avait proposé au gouvernement de démanteler l'embarque du Chenal Sud, qui à cette époque-là faisait seulement 100 mètres de long. Mais à cette époque-là, les répondants avaient jugé que ce n'était pas une priorité et que ce n'était pas non plus une menace. Donc, le 100 mètres d'embarque qu'on avait au Chenal Sud dans les années 90 est resté, puis a juste continué de s'accumuler depuis jusqu'à l'année dernière. Donc ici, une photo, je vais vous montrer deux photos de ce qu'a de l'air l'embarque avant son démantèlement. Puis je vais vous montrer une petite vidéo. Là, je ne sais pas si ça va bien fonctionner là, avec le webinaire, mais je vais vous présenter une petite vidéo dans quelques secondes. Donc, deux photos de ce qu'avait l'air l'embarque avant son démantèlement. Et si je sors quelques instants de ma présentation, et je vais ici, donc je vais projeter une petite vidéo. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais ça dure juste quelques secondes. Donc, on voit ici là, un survol en hélicoptère de Laval vers l'amont du Chenal Sud. Donc, il y a certains secteurs qui sont à l'eau libre, à l'eau claire. Ce survol-là a eu lieu en 2012. Mais vous allez voir qu'il y a des grands secteurs là, de plusieurs centaines de mètres où est-ce que le bois est empilé dans le chenal principal du tronçon sud de la rivière Saint-Jean. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là, ici en survol en hélicoptère qui a eu lieu en 2012. Depuis ce temps-là, ce chenal-là a juste continué à se remplir. Le bois s'est accumulé, s'est tassé davantage. Donc, les trous d'eau à l'eau claire qu'on voit en 2014, ces trous d'eau-là n'existaient pratiquement plus. Là, on était plus à ce que ça ressemble actuellement, c'est-à-dire un paquet de bois empilé jusqu'à la tête, à l'amont de la rivière, jusqu'en amont de la rivière, juste près du pont de la rivière Saint-Jean. Excusez, en aval du pont de la rivière Saint-Jean, sur la route nationale. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vais revenir à ma présentation. Donc, le constat qu'on a fait à partir du tournant des années 2000, on a documenté davantage la problématique de l'embarque. On a mis en fait, on a mis en place, pas nous autres tout seuls, mais on a favorisé la mise en place de différentes études. En 2002, on a eu un avis de la firme Génivore sur la formation des embarques dans l'estuaire de la rivière Saint-Jean. En 2010, on a eu des études sur l'impact de l'embarque sur l'écoulement puis les montaisons de saumon. On a fait des suivis télémétriques de saumon atlantique en aval et en amont de l'embarque pour voir comment les saumons réussissaient à passer au travers de cette embarque-là. Un des constats, ça a été que de passer au travers de l'embarque pouvait être fatal pour certains individus et que la durée de séjour dans l'estuaire à cause de l'embarque était quand même assez importante. On a eu aussi une étude hydrogéomorphologique qui a été faite par l'Université du Québec à Rimouski sur la présence de bois mort. Pourquoi la rivière Saint-Jean avait autant de bois mort puis a généré autant de bois mort dans son estuaire. On a fait mener des études en 2011 sur l'impact des embarques sur le profil d'écoulement, encore une fois, puis la montaison. On a poursuivi, et c'est à ce moment-là qu'il y a des travaux qui ont été recommandés là, pour en venir à bout, c'est-à-dire de permettre un écoulement puis favoriser la montaison du saumon. On a aussi une étude globale sur la dynamique du bois mort dans la rivière Saint-Jean, York et Dartmouth. Et finalement, en 2012, le démantèlement de l'embarque, on en est venu à faire réaliser un avis de projet, des plans et devis, puis un estimé des coûts pour pouvoir réaliser ce démantèlement-là. Donc, les constats en 2012, c'est que pour le chenal sud, donc le chenal qui nous intéressait davantage, on avait 1,6 km linéaire d'embarque, donc qui couvrait l'estuaire presque complet. On était rendu, en fait, avec ce bras de rivière-là au chenal principal de la rivière. On estimait le volume de bois à environ 12 000 m3. L'impact était pressenti sur les montaisons. On l'avait documenté avec l'étude de télémétrie, mais on avait aussi des préoccupations. Les biologistes du ministère avaient des préoccupations sur l'impact que ça pouvait avoir sur la dévalaison du saumon. Donc, les saumonaux pouvaient se perdre dans l'embarque, donc puis éventuellement mourir et pas se rendre à leur lieu d'engraissement. On avait aussi comme constat que l'entretien de la brèche était assez coûteux, ça nous coûtait environ 10 000 $ par année, puis que c'était quelque chose qui était précaire, c'est-à-dire que le fait que l'embarque continuait de monter vers l'amont
de la rivière, ça faisait en sorte que le maintien de cette brèche-là est de plus en plus difficile. On a aussi réussi à comprendre que, via les études de l'UNCAR, que le phénomène était appelé à perdurer parce que les sols qui sont au pourtour de cette rivière-là sont friables, puis qu'il y a une migration latérale, c'est-à-dire que le lit de la rivière change quand même assez facilement, et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'arbres qui se déracinent puis qui descendent dans la rivière. Et les inondations de 2010, on a eu des grosses inondations en 2010 suite à une tempête post-tropicale d'automne dans la région de Gaspé. Cette tempête-là avait amené comme 5 fois plus de bois mort accumulé en amont du secteur où est-ce qu'on en était avant la tempête. Donc, des événements de perturbations majeures climatiques qui pouvaient amener des accumulations importantes de bois. Les prévisions de la firme Génivore sur la progression de cet embarque-là, donc si je reviens là, à ces 3 photos-là, on a nos 3 chenaux principaux qui sont bouchés. On voit qu'on est rendu avec le jaune là, dans le tronçon principal de la rivière. Donc la prévision de 0,5 ans est le premier trait rouge. Quand on regarde le deuxième trait, on voit que dans 5 à 10 ans, où est-ce qu'on se rendait. Puis finalement, la prévision de Génivore à 10 ans et plus, c'est qu'on atteignait la route nationale 132, donc le pont de la route nationale 132 là, qui croise la rivière Saint-Jean, quelques kilomètres en amont de cet embarque-là. Donc, ça devenait assez évident qu'il y avait des enjeux importants d'accumulation de bois. On parle d'une accumulation linéaire de bois par année là, dans les dernières années, là, suite aux différents événements là, au courant des années 2000. Donc, c'est quand même assez important, une progression assez rapide de cet embarque-là. Donc, les enjeux de cet embarque-là, ben oui, j'en ai parlé, il y a la ressource saumon qui nous préoccupait, nous autres, comme société de gestion des rivières à saumon, mais il y a aussi des enjeux d'ordre économique, étant donné que ça pouvait avoir un enjeu sur la ressource biologique, mais aussi sur éventuellement la pêche qu'on gère ici, donc les retombées économiques de l'activité de la pêche. Il y avait des enjeux de cet embarque-là qui reposaient aussi sur il y a des habitations qui étaient en situation précaire à cause des inondations possibles à cause de l'embarque. Les puits d'eau potable, on parle de puits d'eau potable de la ville même, le pont de la route nationale 132 dont je viens de faire allusion. On avait aussi des enjeux sur la faisabilité d'un projet de démantèlement. C'est pas évident de démanteler un embarque sur 1,6 km de long. Et aussi un enjeu sur la gestion de tout ce bois mort-là qu'on voulait enlever. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce bois-là? Ici, je peux me permettre de faire une parenthèse. Dans toutes les études de faisabilité, il a été analysé toutes sortes d'avenues pour valoriser ce bois-là, le réutiliser dans différentes industries de bois, c'est-à-dire on a regardé s'il y avait du bois qui pouvait être réutilisé pour les scieries, pour les passes des papiers, pour la production d'énergie. Et finalement, dans tous les cas, les avenues n'étaient pas possibles ou le marché ne le permettait pas. Donc, finalement, la solution qui a été retenue, c'est le démantèlement de l'embarque du chenal sud. Donc, c'est sur ce chenal-là que je parle pas mal depuis le début. Ce qui a été retenu, c'était un démantèlement complet de l'embarque sur le 1,6 km du chenal sud. La solution proposée comportait des travaux hivernaux sur pont de glace. Donc, c'est quelque chose, c'est une technique qui est employée beaucoup dans le nord du pays, là, de travailler avec des ponts de glace, mais je vous dirais qu'à nos latitudes, c'est pas quelque chose avec lequel on travaille souvent. Donc, c'est quelque chose qui présente un certain risque aussi avec les dégels hivernaux qui sont possibles. On avait l'enjeu de gérer le bois mort, donc la solution retenait le fait qu'on empilait le bois récupéré sur une île qui est située dans l'estuaire, une île qui n'est pas inondée en période de crue, puis qui permettait d'empiler ce bois-là, le bois qu'on ne pouvait pas valoriser autrement. La solution a impliqué aussi la négociation de droits de passage avec des propriétaires riverains. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui a nécessité quand même beaucoup d'énergie pour notre société de gérer là, toutes les exigences puis les tracas que les riverains pouvaient avoir par rapport à ce démantèlement d'embarque-là. Ça nécessitait la solution des conditions hivernales particulières. Donc, comme je vous disais, si on veut travailler sur des ponts de glace, bien, ça prend un hiver qui est assez froid. En même temps, ça ne prend pas un hiver qui est trop rigoureux parce que s'il fait trop froid, bien là, on peut avoir des problèmes avec la machinerie qui travaille à l'eau libre un peu dans l'eau libre une fois que la glace est cassée pour enlever les morceaux de bois. L'échéancier était donc serré. On visait entre la mi-janvier et le début mars 2015 pour la réalisation de ces travaux-là. Et les coûts du démantèlement comme tel, on parle de 490 000. Et l'entretien puis le suivi, donc par la suite au démantèlement, ben, on parle d'une soixantaine de mille dollars.
ce suivi-là va se réaliser là, au cours des 4-5 prochaines années. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, ici, quelques images du démantèlement. Donc, ici, bon, je parlais de ponts de glace. Il y a aussi eu des ponts avec des ponts temporaires qui ont été installés, mais on travaillait principalement avec des ponts de glace. Donc, ça, ici, on a une photo d'un pont temporaire. Ici, on a un exemple d'un pont de glace qui a été bâti à partir de... On utilisait beaucoup le bois mort en place pour faire l'assise du pont, puis permettre que tout gèle, puis que ça durcisse ensemble, puis que ça fasse une assise assez solide pour laisser passer la machinerie lourde qui avait accès à l'île dont je vous parlais pour faire l'empilement du bois mort. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut avoir de l'air l'hiver passé, là, la pile de bois dans un des secteurs du 1,6 km où est-ce que ça a été démantelé. Donc, on travaillait par temps quand même assez froid. Là, ici, on voit toute la vapeur d'eau qui est générée là, par le fait que le couvert de glace est cassé dans certains endroits. La pelle ici est en train de récupérer des billes de bois, les mettait dans un camion et le camion allait déverser son bois dans une aire d'empilement où est-ce que le bois était justement tassé avec un petit tracteur. Au printemps dernier, donc, on a fait la descente, une descente en canot dans l'estuaire, une descente qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs décennies, puisque c'était possible de descendre d'un bout à l'autre de la rivière Saint-Jean à cause de ces embâcles-là. Donc, dans les mesures de suivi, ce qui est retenu, c'est entre autres l'entretien du chenal sud. C'est beau avoir enlevé tout ce bois-là d'un coup l'hiver dernier, mais là, on a l'enjeu d'entretenir ça. Donc, au cours des 5 prochaines années, on a dans le projet, il y a un budget qui est prévu pour faire l'entretien, aller déprendre des arbres qui pourraient avoir tendance à se réaccrocher dans ce secteur-là. Parce qu'il faut voir, c'est que étant donné qu'il y a eu pendant longtemps un embâcle dans le chenal sud, il y a énormément de sédiments qui sont accumulés dans ce chenal-là et ça va prendre quand même quelques crues pour que le chenal se nettoie puis que l'écoulement principal se fasse de façon plus importante dans le chenal. On va effectuer un dénombrement serré des montaisons. C'est certain que ce n'est pas un projet à caractère scientifique où est-ce on va suivre les saumons puis être capable de savoir exactement quel est l'effet de l'embâcle, mais c'est certain qu'on va quand même suivre le suivi des montaisons pour voir c'est quoi l'effet que ça peut avoir, même si on va plus l'inférer que d'être capable de le documenter. Puis, on va quand même essayer de valider les effets à moyen et long terme. On avait des préoccupations sur la dévalaison. Bien, si éventuellement nos montaisons augmentent suite au démantèlement de l'embâcle, on pourrait penser que les effets sur la dévalaison ont été positifs. Donc ça, c'est les mesures de suivi, mais je voudrais que dans les mesures de suivi qui nécessitent qui sont les plus préoccupantes, c'est entre autres l'entretien du chenal. Le dénombrement, c'est des choses qui se font assez bien, mais l'entretien du chenal là, à moyen et long terme, c'est quelque chose qu'il faut aussi réfléchir là, pour pas qu'on se retrouve dans une situation similaire dans quelques décennies. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire par rapport à ce projet de démantèlement. C'est un projet qui est assez particulier, assez unique. Là. On n'a pas trouvé d'autres exemples parce qu'il y avait des embâcles de bois d'aussi grande importance dans des estuaires de rivière à saumon. Donc, si on peut éventuellement partager notre expérience ou l'expertise qu'on a acquise avec d'autres gestionnaires, bien, ça nous fera plaisir vous avez juste à nous contacter, ça nous fera plaisir de pouvoir le faire. On voudrait remercier nos partenaires financiers qui sont nombreux, notamment la Fondation canadienne pour le saumon atlantique, mais il y a aussi plusieurs autres partenaires qui ont contribué à faire le montage financier là, du demi-million de dollars là, qui a été nécessaire pour ce projet-là. Donc, ça complète pour ma présentation. Merci beaucoup. Vraiment une bonne présentation et un projet qui est très important. À la Fondation, nous sommes vraiment fiers d'avoir été une partenariat dans cette initiative. Donc maintenant, nous allons voir notre période de questions et réponses. Donc, si vous voulez poser une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. La flèche orange l'agrandit si c'est trop petit. Donc, vous avez deux choix pour poser une question. Vous pouvez lever votre main
Ça, c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Si vous avez un microphone avec votre ordinateur, et nous pouvons activer votre microphone et vous pouvez poser votre question directement à Monsieur Côté. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je vais la lire à haute voix. Donc, on va juste attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Mathieu, vous avez... Oh, notre première question. OK, nous avons une question de Luc Gagnon. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Mon nom est Luc Gagnon. Je suis biologiste régional aux ressources naturelles au Nouveau-Brunswick. J'appelle José. Bonjour. Oui, Luc, votre voix est vraiment bas. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, merci. Ah, parfait. Alors, merci pour la présentation. Je me demandais, là, la source initiale là, du problème, c'est les arbres, l'érosion des berges et des arbres qui sont détachés, qui descendent la rivière. J'imagine que ça continue dans le chenal nord et le chenal du centre qui n'ont pas été débloqués. Ceux-là vont continuer à palmater, puis la progression du palmatage va continuer à grossir vers le chenal principal, j'imagine. Et puis celui du chenal sud que vous avez débloqué va éventuellement avoir tendance à se rebloquer aussi. C'est bien ça? Vous devez avoir une idée là, de la problématique future? Effectivement, les deux chenaux, le centre et nord, sont complètement colmatés. Là. Eux autres, on ne les a pas démantelés. C'est ça, ça même la végétation repousse là-dedans. Là, les sédiments sont accumulés, il n'y a pratiquement plus d'eau qui circule dans ces chenaux-là. Par contre, c'est sûr que dans le suivi, quand on dit faut faire de l'entretien dans le chenal sud, bien, ça inclut la jonction où est-ce que tous les chenaux se rejoignent, là, parce que c'est sûr que si les deux chenaux, ça se met à accrocher à la tête de ces deux embarques-là, puis que ça s'en vient bloquer le chenal sud, ben, on ne sera pas plus avancé. Donc, le but, c'est vraiment de faire l'entretien de tout ce secteur-là. Puis, ben oui, c'est un phénomène concernant votre premier commentaire, c'est un phénomène qui est naturel, là, la migration puis la descente de bois sur cette rivière-là. Là, elle a un caractère particulier qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'arbres qui vont être emportés par les grandes crues. Pourquoi ça s'est mis à s'empiler de façon aussi importante dans les années 60? Ça, on n'a pas la réponse exacte de ce phénomène-là, mais effectivement, du moment que ça commence à s'accrocher dans le chenal, là, on dirait que c'est plus dur que les crues réussissent à libérer les bois de façon naturelle. Donc là, nous autres, on a décidé d'essayer d'entretenir le chenal sud là, pour donner une chance à la ressource saumon. D'accord, merci. Puis, si je dois une autre question, je ne connais pas la région comme telle. Au niveau du chenal nord et du chenal du centre, est-ce qu'il y avait des habitations, des chalets, quoi que ce soit là, des infrastructures qui ont perdu une valeur du fait que là, ils ne seront plus sur le bord d'une rivière, mais qui sont sur le bord d'un embarque, puis tout ça, la végétation va reprendre? Est-ce que c'est le cas? Il y a des terrains privés dans ces secteurs-là, mais il n'y a pas d'habitation parce qu'on est vraiment dans le delta de la rivière. Là. On est vraiment bas puis c'est un secteur qui, même si la rivière n'est pas tout le temps en train d'inonder ces rives-là, là, on est proche des secteurs où est-ce que la marée a une influence, puis c'est pas des secteurs là, où est-ce qu'il y a qui sont constructibles, si on veut. D'accord, merci. Bienvenue. D'accord. Notre prochaine question vient de Lucie Roy. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour. En fait, vous avez partiellement répondu à ma question. La source du bois mort, en fait, c'est un phénomène naturel, mais qu'est-ce qui fait que la rivière, cette rivière-là en particulier, a des embâcles aussi importantes? C'est une bonne question, mais une des réponses que l'Université du Québec à Rimouski nous donne, c'est que
ce pourquoi elle génère autant de bois, c'est parce que son sol est particulièrement friable, puis il y a une migration de son chenal. Dans certains secteurs de la rivière, plus en amont, il y a des secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de cèdres, de cédrières, puis où est-ce que la rivière va venir gruger. Une année, elle va venir gruger d'un côté, de l'autre année, elle peut se déplacer là, de quelques dizaines de mètres. Là, son chenal bouge quand même assez facilement. On a d'ailleurs eu des problèmes, nous autres, avec certaines de nos infrastructures de pêche en haut là-bas. Mais pour ce qui est du fait, ça, c'est ce qui explique pourquoi elle en génère. Mais maintenant, pourquoi à partir des années 60, ça s'est mis à accrocher puis à coller dans l'estuaire, ça, les causes sont plus ou moins claires. Il y a des pistes comme le fait qu'il y a déjà eu quand même un peu de flottage de bois sur la rivière, puis ça pourrait expliquer qu'il y a peut-être du bois de flottage qui aurait commencé à s'accrocher à l'époque. Mais pour ça, il faudra aller valider là, les chenaux nord et centre pour voir si on retrouve de la pitoune ou du bois de 4 pieds, si on veut, là, qui était sous l'embarque, qui pourrait avoir expliqué le phénomène de création de ces embarques-là. Mais c'est juste une hypothèse. Là. Il n'y a personne pour l'instant qui a cette réponse-là. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui, bien sûr. Je me demandais, en fait, là, c'est le chenal sud que vous avez décidé d'entretenir et de réouvrir. Vous disiez que le chenal nord et centre sont bloqués. Est-ce que vous pensez, vous envisagez de les débloquer à un moment futur? En fait, nous autres, là, je dirais, nous autres, non, là, c'est pas notre volonté. Nous autres, dans le fond, nous autres, la Société de gestion des rivières de Gaspé, on gère la pêche au saumon sur ces rivières-là. Puis comme vous avez vu, il y a plusieurs autres enjeux, puis plusieurs autres organismes qui auraient pu être interpellés, comme ici, la MRC, la Ville. Il n'y a jamais personne qui a voulu prendre le flambeau puis porter ce dossier-là pour faire ouvrir. Nous autres, on l'a fait parce que la préoccupation sur la ressource était importante pour nous autres. Mais une fois que maintenant que le saumon a accès à la rivière puis à l'amont, nous autres, ce qui nous préoccupe, c'est de maintenir cet accès-là, mais pour ce qui est du reste, d'ouvrir les deux autres chenaux, ce n'est pas une préoccupation qu'on a et qu'on va porter à court terme. Puis de toute façon, je vous dirais que ce pourquoi le chenal sud a été choisi, c'est parce qu'il y avait un courant préférentiel qui était déjà dans ce chenal-là, puis c'est celui où est-ce que l'empilement de bois était quand même le moindre. Là. Il y a dans le nord puis dans le centre, là, il y a des empilements de bois qui étaient évalués comme étant plus importants. Merci beaucoup. Je rajouterais que ça n'a pas été non plus ressorti comme étant nécessaire de libérer les deux autres chenaux là, pour en arriver en tout cas à nos fins. Puis une fois que la rivière va avoir reprend son lit principal dans le chenal sud, il y a moins d'enjeux, même pour les puits d'eau potable, pour les autres enjeux que je nommais là, plus tôt. Là. Merci. Donc, notre prochaine question vient de Sylvain Hainaut. Donc, sa question, je m'excuse. Bonjour. Selon votre présentation, la situation perdurera dans le temps en raison de la composition du sol et de la migration latérale de la rivière. Quelle était la situation avant 1960? Y avait-il présence de bois mort auparavant? Comment cette situation ne s'est pas empirée avant 1960? En fait, il n'y a personne qui a été capable, dans les études, comme je disais un peu plus tôt dans les études, là, il n'y a personne qui a été capable de nous dire ce qui se passait exactement avant 1960, sauf que ce qu'on sait, c'est que la rivière était capable d'évacuer le bois de son estuaire avant 1960 parce que les embarques étaient absents. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Là. Par contre, la préoccupation que c'est un phénomène qui est récurrent et qui persiste, c'est d'où l'importance pour nous autres d'avoir un programme de suivi et d'entretien, parce que si on ne fait rien, on va juste se ramasser avec un autre embarque dans le chenal sud. C'est pour ça que le projet prévoit, je dirais qu'au-delà du projet, nous autres, on a à se pencher sur comment on va assurer cet entretien-là, mais on va gagner de l'expérience dans le cadre des 4-5 prochaines années là, pour voir comment on va réussir à faire l'entretien du chenal sud à plus long terme. Merci. Donc, la prochaine question vient de Michel Lemay. Il demande, est-ce que le bois accumulé lors de son enlèvement va demeurer en permanence sur l'île où il a été placé?
Le bois, en fait, il y a deux types de bois là, qui ont été sur l'île. On a coupé des arbres pour se faire un accès sur l'île. Donc, il y a du bois qui a été récupéré puis réutilisé là, pour le sciage. Il y a une partie du bois qui a été récupérée, mais tout le bois qui est empilé sur l'île, le bois qui était déjà dans l'eau puis qui était dans l'embarque a été empilé. Puis, à un moment donné, c'était venu dans les discussions qu'on puisse éventuellement brûler ce tas de bois-là, mais les conséquences environnementales étaient trop importantes de faire un brûlage d'une aussi grande envergure. Donc, pour l'instant, ce qui était convenu avec les autorités, puis le ministère de l'Environnement, des spécialistes, c'est de laisser le bois empilé là, puis qu'il se décompose au fil du temps. Il est dans un secteur d'une île là, où est-ce qu'il ne sera pas remis, même s'il y avait une crue importante, le bois ne pourra pas être remis en circulation là, dans l'estuaire. Merci. La prochaine question est de Jean-Philippe Bibeau. Sa question, au niveau des autorisations environnementales requises pour réaliser le projet, est-ce que ça a été un défi pour vous? Est-ce qu'un consensus de tous les intervenants a simplifié la procédure? Merci. C'est certain que d'obtenir les autorisations environnementales, ça a été un défi, mais ce qui a facilité beaucoup la tâche, c'est qu'on travaille l'hiver, qu'on n'était pas, puis qu'il n'y avait aucune machinerie qui grattait le fond de la rivière. Nous autres, on prenait, la machinerie prenait les troncs et les enlevait. C'est sûr que ça pouvait éventuellement brasser des sédiments dans l'eau parce qu'il y a des troncs qui étaient accrochés. Le fait qu'on n'allait pas gratter le lit de la rivière, qu'on extirpait les troncs là, à partir d'un couvert de glace sur le dessus, avec des pinces, un genre de peigne, là, on a eu quand même une certaine facilité à obtenir les autorisations, mais je vous dirais que c'est quand même toujours un enjeu d'obtenir toutes ces autorisations-là. Merci. La prochaine question est de Véronique Thériault. Elle demande, je crois que vous l'avez mentionné, mais pourquoi avez-vous préféré faire les travaux pendant l'hiver? En fait, la solution qui a été retenue, c'était la solution hivernale, principalement pour des raisons environnementales et d'accessibilité. Donc, au niveau environnemental, c'était plus facile de faire les travaux en bordure de la rivière sans tout briser la végétation. D'ailleurs, on a quand même certains secteurs où est-ce qu'on faut qu'on retourne faire des suivis de la végétation, là, parce qu'il y a peut-être des secteurs qui vont être à revégétaliser en rive de l'estuaire. Puis, c'est ça. Ça fait partie intégrante de la solution là, de travailler l'hiver pour avoir accès à cet estuaire-là. En plein été, là, parce qu'il fallait traverser le chenal à plusieurs endroits là, pour réussir à extirper tout le bois, puis faire ça en plein été, bien, ça aurait nécessité des structures, puis ça aurait augmenté de beaucoup la complexité du projet. Donc, c'est pourquoi là, les travaux ont été recommandés en hiver. Merci. Nous avons une nouvelle question de M. Sylvain Hainaut. Il demande, est-ce que le régime hydrique de la rivière a changé depuis 1950? Est-ce que l'exploitation forestière dans le bassin versant pourrait jouer un rôle dans la formation des embarques? C'est pas exclu, mais on n'a aucune certitude là-dessus. C'est certain que, comme tous les bassins de nos autres rivières, ici à Gaspé, il y a de l'exploitation forestière en amont, dans le bassin versant, mais on n'est pas capable de lier ça de façon claire. Là. Mais c'est pas exclu que les coupes forestières aient un effet sur le bilan hydrique puis sur les crues plus soudaines, plus importantes. Par contre, on n'a pas de données là, qui nous permet de faire l'association de façon certaine. Merci. Nous avons une question de M. René Lafont. M. Lafont est le président du comité consultatif de la Fondation au Québec. Bonjour René. René, est-ce que tu peux nous entendre? Donc, René, peut-être vous pouvez taper votre question si vous n'êtes pas capable d'utiliser votre microphone. Okay. Nous avons une autre question de Lucie Roy. Bonjour Lucie.
Oui, bonjour, Lucie Roy de Pêche et Océan Canada. Je me demandais, vous avez dit tout à l'heure que les sédiments accumulés allaient se nettoyer après quelques crues. Quel va être l'impact justement des sédiments sur l'habitat du saumon dans la rivière Saint-Jean? En fait, là, étant donné qu'on est dans le delta, puis notamment dans l'estuaire, les sédiments, dans le fond, vont juste être évacués. Là, puis ça, c'est une hypothèse que j'aimais, là, mais ce qu'on pense, c'est que les sédiments vont être évacués vers la baie de Gaspé, mais pas vraiment vers... on n'est pas dans un secteur là, où est-ce qu'il y a... Pour l'habitat du saumon, en tout cas, je ne dis pas que ça ne peut pas avoir des effets sur d'autres choses, mais pour l'habitat du saumon, là, on n'est pas dans un secteur où est-ce qu'il y a des frayères, puis on est vraiment encore dans l'estuaire, dans un secteur où est-ce que la marée a une influence, fait qu'on n'est pas dans un habitat particulièrement... c'est un habitat important parce que c'est l'habitat où est-ce que le saumon entre, là, mais ça ne viendra pas sur les frayères. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. D'accord. Maintenant, nous avons notre question de René Lafont. René demande, y a-t-il un suivi particulier qui sera effectué sur l'impact de ce démantèlement sur la ressource saumon, que ce soit les montaisons ou la dévalaison des salmonaux? Ouais. Ben, les montaisons, c'est certain qu'on, comme je disais, là, dans le suivi, on va faire un suivi serré là, des montaisons. On fait déjà 2 dénombrements, là, fait qu'on poursuit nos dénombrements, 3 dénombrements par année là, sur la rivière Saint-Jean, c'est ce qui est prévu. Donc, on va compter les géniteurs qui rentrent dans la rivière. Pour ce qui est de la dévalaison, bon, la rivière Saint-Jean, c'est quand même une des rivières témoins là, au Québec, donc il y a déjà des suivis qui sont réalisés par le ministère. René est au courant de ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de projet prévu là, où est-ce qu'on va suivre les saumonaux une fois qu'ils partent vers l'estuaire. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. C'est pas exclu qu'il y ait quelque chose, mais il n'y a rien de prévu là, à l'heure actuelle. L'UQAR effectue quand même des suivis. L'Université du Québec à Rimouski fait quand même continue de faire un suivi. Ce n'est pas sur la ressource saumon, mais sur tout le phénomène de transport de bois dans cet estuaire-là. Donc, il y a encore des données là, qui sont à récolter et qui vont faire partie du suivi. Au niveau de la ressource saumon, c'est vraiment le dénombrement 3 fois par année des géniteurs qui entrent en rivière. Pour ce qui est de la dévalaison, au-delà de ce que le ministère fait un peu plus en amont, il n'y a rien qui est prévu là, pour après là, quand on arrive dans l'estuaire. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est la fin des questions. Donc, je vais un gros merci à M. Côté, à M. Roy et à la Société de gestion des rivières de Gaspé. Un petit rappel, notre prochain webinaire sera le 2 décembre. M. Ken Whalen de Atlantic Salmon Trust va parler de l'importance des cours d'eau côtières. Ce webinaire sera en anglais. Notre prochain webinaire en français sera le 9 décembre. M. André Saint-Hilaire de l'Institut national de la recherche scientifique va parler des outils de modélisation de la température de l'eau. Vous pouvez vous inscrire pour les webinaires futurs sur le site web de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et sur le site web de le Canadian Rivers Institute. Donc, c'est la fin de notre session. Oh. Je peux ajouter quelque chose, Darla? Oui, bien sûr. Peut-être juste mentionner là, que le support de la Fondation canadienne pour le saumon atlantique dans des projets comme le nôtre, c'est quelque chose qui est primordial. Là. Quand il y a un organisme sérieux comme le vôtre qui s'associe à notre démarche, ben ça facilite de beaucoup là, la levée de fonds auprès des autres organisations. Là, la crédibilité que vous portez quand vous venez nous appuyer. Là, donc, je voulais le souligner. J'ai parlé des partenaires financiers tout à l'heure, mais la Fondation canadienne pour le saumon, le fait que vous nous ayez épaulés dès le début, ça a facilité grandement la recherche de financement. Puis, je tiens à vous en remercier, puis je voulais le souligner. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Puis, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup à tous.